Il ne faut pas oublier finalement, disons, comme on disait d'abord, au-delà des clusters, la responsabilité des États, la capacité des organes nationaux de droits de l'homme, qui parfois ont responsabilité, un impact très important pour protéger les déplacés eux-mêmes, et les déplacés eux-mêmes comme acteurs de leur propre protection. Donc il y avait finalement des leaders de déplacés, comme vous le mentionniez, en Colombie, qui étaient en contact avec des personnes de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle colombienne, ce qui est tout à fait admirable. Donc oui, bon, il y a la question de comment se coordonner avec le cluster. Je pense que le défi le plus important, c'est un défi de se coordonner dans le cluster, mais ce qui est plus important peut-être, c'est comment faire le rapport entre le cluster finalement de protection des acteurs humanitaires et les acteurs qui sont sur le terrain, qui font des acteurs nationaux, comme des organes de droits de l'homme, les gouvernements, les ministères, les ONG nationales. On doit faire un effort croissant d'intégrer les ONG nationales de droits de l'homme dans les clusters de protection, et finalement les déplacés eux-mêmes. Bon, est-ce que les déplacés eux-mêmes vont s'asseoir dans les réunions de clusters de protection? C'est peut-être ça les défis qui sont intéressants. C'est justement une façon de rebondir. Peut-être François Grunewald, qui a travaillé spécifiquement avec l'URD sur ces questions-là et qui est bien familier du monde de l'humanitaire. François, comment le monde de l'humanitaire peut s'intégrer dans ces dispositifs? Micro peut-être? Merci. Je crois qu'il y a un premier enjeu qui va être un changement de paradigme. C'est vrai qu'on nous raconte les déplacés, c'est souvent les gens les plus vulnérables, ceux qui ont besoin d'assistance, etc. Et ça me rappelle une anecdote il y a 10 ans, où pendant le même mois, j'étais à Tuzla, en train d'interviewer les femmes veuves des gens de Srebrenica. Et j'étais dans le Darfour, à l'époque c'était pas la guerre qu'on connaît, mais c'était la guerre liée avec le Bahr el-Ghazal. Et on posait aux femmes la question justement, voilà, votre vulnérabilité, etc. Et aussi bien à Tuzla qu'au Darfour, les femmes disaient, mais moi j'ai réussi à me sauver, moi je ne suis pas si vulnérable que ça, mon mari il est mort. Le même truc s'applique sur les déplacés. Dans plein de situations, les déplacés, c'est les gens qui ont pu partir. Et les gens qui sont restés derrière sont souvent dans des conditions bien plus difficiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir à rentrer de façon assez forte dans nos écrans radars, parce que ça donne une lecture complètement différente de la vulnérabilité, des besoins et des stratégies d'action. Alors c'est vrai, travailler dans les arrières, les arrières frontaliers, les marges difficiles où sont encore restés des gens, ça demande de pouvoir bouger. C'est vrai que l'appareil des Nations Unies est paralysé de plus en plus par ces modalités de gestion de la sécurité. C'est vrai que le camp, c'est hyper pratique logistiquement. Quand à Haïti, là, quand ils sont en train de créer Camp Corail, qui est cette espèce de camp sous tente dans lequel sont déplacés les gens, c'est une initiative de l'armée américaine. Et les populations disaient, mais au moins qu'on nous fasse des rues, qu'on nous fasse des places. Non. Un camp, c'est comme ça, baba au rhum, parce que logistiquement, c'est pratique. Et c'est vrai que l'aide humanitaire est dans cette dynamique de faire ce qui lui est pratique pour elle, et pas pour ce qui est utile et pratique pour les populations. Alors, autour de ça, c'est génial qu'il y ait eu toutes ces avancées dans le cadre juridique. Je pense qu'on ne peut que se réjouir quand le droit progresse. Il faut juste que ça ne nous amène pas sur une fausse impasse et une mauvaise lecture des contextes. Dans plein de situations, les déplacés dans les camps sont de loin les plus vulnérables. Ceux qui sont importants à prendre en compte, c'est ceux qui sont restés derrière. Et ceux-là ne sont pas gérés par la Convention de Kampala, ils ne sont pas gérés par les Guiding Principles, ils sont heureusement gérés par les Conventions de Genève. Mais je crois qu'il faut juste faire attention qu'on ne soit pas en train de se construire un peu des nouveaux châteaux en Espagne, en disant ouais, c'est super, le droit progresse, on avance comme ça, et qu'en fait, ça soit l'arbre qui cache la vraie forêt. Merci François. Des camps romains au château en Espagne. Mais je vous demanderai une conclusion, parce que je crois qu'il nous reste 3-4 minutes. On aurait pu évoquer alors après un aspect qui est l'aspect dont on rêve tous, c'est-à-dire qu'on ferme le camp, les populations des déplacés redeviennent des vraies populations non assistées, etc., etc. Ça sera probablement un autre débat.
Mais brièvement, chacun, à partir de ce débat sur ce statut des déplacés, dont on a vu qu'il occupe de plus en plus, non seulement l'espace humanitaire, mais l'espace du discours humanitaire. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous auriez envie de dire en quelques mots sur l'évolution de ce dossier? Peut-être Anne, et puis après Joseph. Je pense que nous, on a un message qui est assez toujours le même depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'évidemment, on est amené à intervenir dans des situations où le recours à la force a été déterminé. Donc on se place évidemment en aval de tout le travail de prévention des conflits, qui est effectivement plutôt le travail des Nations Unies sur un plan politique. Donc c'est malheureusement une fois que l'incendie est allumé que nous sommes amenés à intervenir. Maintenant, lorsque l'incendie est allumé, ce qu'on tente d'expliquer, et on essaie de convenir et de convaincre les États, mais aussi beaucoup d'organes aujourd'hui non étatiques, compagnies privées et d'autres acteurs de la violence armée, c'est qu'il y a des règles à respecter. Et que ces règles, si elles étaient bien mieux respectées, il y aurait bien probablement beaucoup moins d'impact sur les populations civiles, et par définition, il y aurait beaucoup moins de déplacements. Maintenant, le problème, c'est qu'on est aussi dans un système où la communauté humanitaire s'est complexifiée, il y a de plus en plus d'acteurs, ce qui est une bonne chose, parce que, étant donné l'amplitude des besoins, je pense que plus on sera d'acteurs, mieux ce sera. Maintenant, on a quand même plutôt eu tendance à complexifier les systèmes de coordination et à rigidifier les méthodes de réponse, et cette complexité et ce caractère rigide de la réponse amène à exactement le contraire de ce que l'action humanitaire aujourd'hui doit avoir, c'est-à-dire une énorme flexibilité dans ses modes d'action, une énorme flexibilité en termes d'accès à des populations qui sont de plus en plus diverses et variées, et finalement un temps de réaction le plus court possible et le plus adaptable possible. Donc là, il y a un vrai dilemme aujourd'hui entre des moyens mis à disposition qui sont de manière exponentielle plus disponibles, et je pense que nos budgets tous réunis le prouvent. Malheureusement, ça répond à une situation globale humanitaire qui est plutôt plutôt négative. Si on n'aurait pas besoin de mobiliser autant de ressources si la situation allait aussi bien. Mais j'ai un peu l'impression, et ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a une approche vis-à-vis du système des clusters, pour des raisons politiques et pour des raisons finalement aussi de mécanismes de coordination qui est quand même très centré sur le système humanitaire onusien, où ça n'offre pas forcément systématiquement une énorme flexibilité. Ça mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de gens, et ça n'a peut-être pas amélioré la flexibilité de la réponse. Et là, je pense qu'il y a un effort à faire dans les prochaines années. Joseph Zapater. Moi, je voudrais mentionner peut-être deux défis du point de vue des déplacements internes. Le premier, c'est la solution durable. Le deuxième, c'est la protection. Bon, quand on parle de solutions durables, je fais référence toujours, par exemple, aux 50 000 personnes qui sont rentrées en Abkhazie de Géorgie, qui, en théorie, sont plus l'objet de l'action humanitaire, mais qui n'ont toujours pas atteint de solutions durables. C'est le même cas des 200 000 personnes qui sont en Serbie, presque 2-3 millions de personnes qui se trouvent en Colombie, peut-être hors déjà de la sphère humanitaire, qui ne sont pas en train de recevoir de l'assistance, peut-être ils n'ont pas besoin d'assistance, mais ils n'ont toujours pas atteint une solution durable. Et ça, finalement, parfois, c'est les genres de personnes qui sont au-delà de cette phase, mais qui ne sont toujours pas atteints cette solution. Il y a toujours un danger d'oublier ce genre de personnes. Ils sont déjà rentrés, la maison a été reconstruite, mais il y a toujours des questions de droits de l'homme, il y a des questions de développement, et parfois, il y a des questions de dignité de cette personne qui doivent être restaurées. Il y a souvent la tendance, ou parfois la tendance d'oublier un peu la fin du cycle de déplacement. Et je pense qu'il faut faire un peu mieux. Le deuxième, c'est la protection. Donc, je reviens sur la question de est-ce que nous, les professionnels qui nous appelons, ou qui aimons nous appeler professionnels de la protection, est-ce qu'on protège vraiment?